Salut les petits farfadets, c'est Bug Zombie, le défraculateur de comics qui revient especially for you. Et il est toujours debout. Tu veux frimer, tu veux test, garde la pêche, car aujourd'hui je vais présenter pour les lecteurs qui ont eu la chance de ne pas le lire, le 12e album de l'araignée publié chez Luc lors du premier trimestre 1981 et qui s'intitule La folie de l'araignée. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Rabdel. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Pour mon histoire personnelle, dont vous n'avez rien à traire, ce bouquin d'un fort beau gabarit est le second album de l'araignée que j'ai lu dans ma vie après le très inspiré L'araignée aux Jeux Olympiques d'hiver et que j'ai également acheté avec mon argent de poche. Je ne sais plus quand, à vrai dire. Il faut que vous le sachiez pas seulement dans la colle, cet album fait partie de ces moments de choc que tu as quand tu es gosse. Et tu sais pourquoi? Je ne sais pas moi. Attends, je t'explique. Du haut de mes 9 ou 10 ans, l'araignée est mon idole. Dans le dessin animé, il est imbattable, et dans les rares aventures que j'ai pu lire à l'époque, il est toujours victorieux. Et là, patatras. Mon idole se fait péter la gueule par le scorpion, sans qu'il puisse y faire grand chose. Il se mornifle grave du beefsteak à 5 branches dans la carafe, au point de rôter du sang. J'étais choqué. Spider-Man ne pouvait pas perdre un combat. Pour moi, il n'était pas là pour jouer les gains petits, les pulls à sueur, parce qu'il n'avait pas cette vocation. J'ai ressenti ce même choc quelques temps plus tard dans le Strange 117, quand il se fait péter le stick par le chacal, sans pouvoir lui assonner le moindre coup dans la tronche. Il était alors évident que Spidey risquait bien un jour de se rencarder avec le grand barbu pour un dépôt de bilan. Chose qui me fut aussi choquante et pénible à admettre que la prélogie Star Wars, c'est pour vous dire. Tu m'étonnes. Alors après cette longue introduction chiante comme un tuto make-up d'Enjoy Phoenix, ouvrons les pages de ce bel album à la couverture vraiment stylée. L'araignée est entourée de ses ennemis mythiques, et la couverture est alléchante et a de quoi nous mettre en appétit. Regardez-moi cette couverture, c'est plus beau que le sexe. Enfin... Mais l'excitation retombe vite lorsque l'on découvre les dessins de Ditko. Ah Oui, quand à l'époque dans Strange t'es habitué à Rossandro, sale Buscema au case polar, lire du Ditko ça te refroidit un peu. Planche découpée en 3 niveaux répétitifs, sans énergie, ça pique un peu les yeux. Bon, ok, ça date de 1965, soyons indulgents. Mais tout un chacun ne pourra qu'admettre que ça a pris de méchantes rides. Une vraie Sierra Leone si j'osais pousser la boutade dans une bien inoffensive cocasserie, dont seul moi et le sacré salé. La folie de l'araignée regroupe les Amazing Spider-Man 23, 24 et 20 de 1965 et des méchants vraiment cool comme le bouffon vert Mysterio et le scorpion. La première partie de l'album présente le bouffon et les gangsters tirés de l'Amazing Spider-Man 23 d'avril 1965, écrit par Stan Lee et Steve Ditko. C'est vraiment super. Oui. Le bouffon vert essaie de prendre le contrôle du gang des mafieux de Lucky Lobo, mais comme il n'y arrive pas, il s'arrange pour manipuler Spidey, qui va semer la panique chez les mafieux, sans pour autant les faire clapoter dans la pâture. Le bouffon espère bien que cette histoire va faire arrêter Lucky et qu'il pourra ensuite devenir le chef du gang. Mais plus con qu'outrecuidant, le bouffon se plante grave puisqu'au final, tout le gang se fait arrêter avec son chef. Tout se termine avec un gros combat avec Spidey et le bouffon vert qui se tartuffe les estampilles, mais on reste à la fin sur notre fin. L'épisode est peu concluant, surtout à la fin qui est nul à chier. Si l'histoire reste moyenne, ce qui fait la richesse de cet épisode joufflu est que de nombreuses intrigues secondaires se préparent en même temps. Cela rend la bande dessinée plus substantielle et semble également plus réaliste car Spidey doit jongler avec tant de choses différentes dans sa vie et en particulier les fausses notes ou autres mouches dans le lait qui lui pourrissent la vie. Il est à noter que c'est dans cette aventure qu'apparaît pour la première fois le visage de Norman Osborn. Non. Ah si, c'est dans cette case même, où il est membre du Midtown Business Executive Club de Jonah Jameson. Et Ditko a toujours défendu le fait qu'il était le seul maître à penser de l'intrigue avec le bouffon vert. Dans son remarquable ouvrage appelé Le clown qui suce sous un pont, Patrick Monteton rappelle la déclaration de Ditko à ce sujet. Je savais dès le premier jour, dès la première histoire du bouffon vert, qu'il serait le bouffon. Je le savais absolument parce que je l'avais planté dans le club des hommes d'affaires de Jonah Jameson. C'est là que Jonah Jameson et le bouffon pouvaient être vus ensemble. Je les ai plantés ensemble dans d'autres histoires où le bouffon vert n'apparaissait pas en costume ni en action. Je voulais que les vies de Jonah Jameson et du bouffon vert se mélangent pour un drame ultérieur, impliquant plus que les deux personnages. C'était vraiment très intéressant. Puis l'album nous propose la deuxième partie, L'araignée devient fou, tiré de l'Amazing Spider-Man numéro 24 de mai 1965. Bon, pas grand chose à dire sur cet épisode, on peut pas dire que les auteurs se sont foulés. Je vois pas pourquoi il se ferait chier. Mysterio joue avec la tête de Spider-Man, se faisant passer pour un psychiatre. On assiste à une grande utilisation des pouvoirs de Mysterio qui met à mal l'esprit de Spidey qui se retrouve en pleine béchamel. Il convient de noter que dès la première apparition de Mysterio dans l'Amazing Spider-Man numéro 13, Spidey a déjà été obligé de rencontrer un psychiatre pour se persuader qu'il ne courjute pas de ses segments. Bon, pas de quoi démouler une terrine en fait. Je vais pas dire du bien de ce récit si je n'ai pas aimé. Question d'éthique, hein, ça indispose. De la merde. Alors, je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. Je le retrouve dans mon fils. Non, je vois même pas le rapport avec le sujet, hein. Non, je pensais plus à ceux qui disent que Ditko a su faire de Mysterio un personnage à plusieurs facettes, et ne le gardant pas simplement dans son costume, avec sa tête de bocal à poisson, mais qu'il a su l'utiliser dans son intégralité en tant qu'artiste d'effets spéciaux. Et vous n'aurez pas tort, même si d'autres diront dans les commentaires... Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Non, pas ça. D'autres diront qu'il manque quelque chose à Mysterio sans son bocal à poisson, son visage fantôme, son regard de miroir brisé. Bon allez, on se retrouve après ce truc malaisant.
L'album de Luke se termine avec l'Amazing Spider-Man numéro 20 de janvier 1965, appelé The Coming of the Scorpion, écrit par Stan Lee et dessiné par Steve Ditko. Tout de suite on remarque que quelque chose ne va pas dans la queue du Scorpion sur la première page. Répète. Tout de suite, on remarque que quelque chose ne va pas dans la queue du Scorpion sur la première page. Elle n'est pas bien connectée au costume. De même, le masque facial est également très maladroit. De plus, l'affaire du splash d'ouverture reflète également la tension réelle continue entre Lee et Ditko. Il suffit de lire l'encart qui dit « De nombreux lecteurs s'étonnent que le nom de Stan soit toujours cité le premier. Aussi, notre Lee au grand cœur a accepté, pour une fois, que Steve le précède. » En VO, le splash est encore plus ironique, car au final, si Steve Ditko est cité en premier, vous remarquerez que Stan Lee est écrit en plus gros et en rouge. Donc je ne sais pas si au final, c'est une bonne chose pour Ditko. Quelle indignité. J. Jonah Jameson lit des informations sur le docteur Farley Stillwell, un scientifique capable de créer des mutations artificielles. De même, on apprend que Mac Gargan est un type engagé par Jameson pour essayer de découvrir comment Peter obtient les photos exclusives de Spider-Man. Mais dans cette histoire, Jonah veut brusquement que Mac Gargan soit le cobaye de l'expérience de Stillwell. Soudoyé par Jonah Jameson, Stillwell accepte d'essayer de donner des super pouvoirs à Gargan et il en fait le Scorpion. Ce dernier traque Speedy pour Jonah Jameson et le bat en le dérouillant grave sa mère au point d'asperger dans la dentelle. Je comprends rien à ce que tu dis, mec. Mais rapidement, le vilain se retourne contre Jonah Jameson puisqu'il réagit mal à l'expérience de Stillwell et que l'esprit altéré de Mac Gargan sombre dans une sorte de côté obscur. Speedy revient finalement pour un second round et grâce à une nuance plus inspirée, il finit par attaquer le gros œuvre. Quoi? En clair, il bat le Scorpion, non sans y gagner nombre de coupures et d'échymoses stylées qui feraient bien dans un musée d'art moderne. Le méchant de l'histoire, c'est pas le Scorpion, c'est évidemment Jameson. Il franchit une ligne dans ce numéro. Jusqu'à présent, nous pouvions le voir comme un fanfaron qui croit ce qu'il dit à propos de Spider-Man ou qui essaye simplement de vendre des papiers, mais avec cette histoire, il n'est guère mieux qu'un super méchant. Il devient un criminel, qu'on le veuille ou non. C'est un sale con! J'attire aussi votre attention sur cette case où le Scorpion découpe la toile de Speedy. Dans cet épisode, il a des pouvoirs au niveau des doigts dont vous n'entendrez pas parler très souvent dans les autres récits. Le Scorpion a vraiment été vendu comme une véritable menace et il est dommage qu'il ait fini par devenir un simple méchant de la galerie des voyous qui affronte Speedy. Car ce constat est amer, c'est pas avec ce genre d'excentrique qu'on déclenche des guerres civiles. Et pourtant, il aurait pu être un concurrent sérieux, voire le plus grand méchant de Spider-Man, digne du Docteur Octopus ou du Bouffon Vert. Et au final, on s'est retrouvé avec un personnage que les écrivains aiment utiliser, mais sans savoir bien l'écrire. Le Scorpion se retrouve souvent plus être un pion et principalement un meurtrier plutôt qu'un cerveau comme Doc Octopus. Et au final, c'est juste un gars qui utilise sa queue et dès qu'il se la fait arracher, l'histoire est terminée. Et c'est le problème de ce personnage. Le Scorpion n'est pas si intéressant au-delà de son pouvoir, car au niveau de ses motivations, eh bien il est plat. Que veut-il exactement? Et même plus de 50 ans plus tard, Mac Gargan n'est toujours pas un personnage bien développé au-delà du criminel générique rancunier, et il n'y a donc pas grand-chose avec quoi travailler sur ce personnage. Au final, on a l'impression que je n'ai pas aimé cet album velu, et je comprends votre scepticisme. Mais il n'en est rien, je suis un peu dur, mais gobez pas dans la combine, mes petits farfadets, vous savez très bien que Tonton Zomb pavoise est fait dans le ludique. Cet album est tout à fait regardable, et démontre combien la saga de Speedy était comme le jambon, supérieur aux autres séries de l'époque, avec ses sous-intrigues et cette envie de lancer de nouvelles pistes dans les prochains épisodes. Vous aurez du plaisir lors de la lecture, d'ailleurs ça vient tout seul, comme quand tu fais l'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé des souvenirs, n'achetez pas chinois, arrêtez de voter comme des cons, c'était Bob Zombie, le prince de la bulle de dans le tube. À bientôt les héros. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Non, Abdelram Gassi. Abdelram Gassi. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. La bataille de la Mading Building fait rage. Le Dark Zombie a vaincu Patricia et Chris qui tentait de récupérer l'œuf de la connaissance. La partie semble mal engagée pour l'équipe de Bob Zombie qui n'est toujours pas arrivée. L'ultimatum du Dark Zombie va prendre fin. Si Bob ne vient pas à lui, le Dark Zombie rasera toute la ville. Bon les mecs, je suis arrivé dans le centre-ville, mais ça n'a pas été facile de se frayer un chemin au milieu de tout ce bordel. Patricia, au rapport! C'est bon, j'ai sorti GG et la Pichoun de leur geôle fasciste. Ils sont libres et en sécurité. Mais tout notre QG est en piteux état. Ok, moi je m'occupe du Dark Zombie. Fais gaffe gros, il est extrêmement puissant. Je suis un mal alpha, tu l'oublies quand même. Paraît que le Dark Zombie a des pouvoirs très spéciaux. Du genre? Faire pleuvoir des voitures. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah bah j'en sais rien moi, c'est ce qui est écrit dans mes dialogues. Il est temps que cette saga s'arrête quand même. Oh, tout ce chaos, je ne goûte pas mon plaisir, c'est exquis. Bon, ça suffit le beatnik en toge là. La vache, moi un beatnik, tu trouves que j'ai une tête à souffler dans un pipeau? Ce que je sais, c'est que t'es une personne à caractère chelou, et que tu sembles aimer les mélodies de Wagner et les cravaches en cuir. Une petite leçon de vie, gros. Il faut parfois apprendre à regarder derrière soi.
oh, nul ne me résiste. Bon, ça suffit le père alcoolique. Je suis là, alors tu arrêtes de tout casser autour de toi. Oh, te voilà enfin. J'ai failli perdre patience. Ouais, bah avec le bazar que t'as foutu en ville, avec ton attaque, c'était pas facile d'arriver jusqu'à toi. Mais je ne sens pas le pouvoir du prisme sur toi. Et alors, tu vas me faire un procès pour ça? Je vois que tu as trouvé un moyen de t'en débarrasser. On va dire que j'ai vidangé le dragon avant de venir. Ça n'a pas été agréable, il a fallu que je me remette les pommes de pain à l'endroit. Alors je vais être obligé de te faire cracher la résine. Et arrête ton char. C'est pas parce que tu nous la joues freaky du zboob que tu m'impressionnes, gros. Tu devrais. Bah tiens, je vais déjà te faire un WAD pour commencer, et puis ensuite je vais te faire un trou de balle dans la tête. Oh, pauvre Bolos. Tu croyais pouvoir me tuer, mais j'ai le pouvoir de l'œuf. Je ne peux pas mourir. À toi, Pichoun. C'est toi le bolos. Tu as fait exactement ce que je voulais. Comment? Je voulais juste que tu sortes l'œuf pour te le piquer, et tu l'as fait, du con. Bravo, Pichoun, t'as bien joué. Oui. Prends l'œuf et emporte-le très loin d'ici. Oui. Moi, je vais aller m'occuper de ce fils de pu. Oui. C'est toi le gars qui s'occupe des scripts de cet épisode? Absolument, pourquoi? Non, mais ça va pas, c'est pas des manières, quoi. Ta gueule! Ah, je trouve pas. Où est-ce que Bazambi a caché le prisme? Et tu ne crois quand même pas que je vais te le dire? Ok, tu m'as convaincu. Il a caché le prisme dans un nouveau défraculateur chez Robert. Et c'est où chez Robert? Il y a l'adresse dans le script. Merci, bouffon. Pour 500 boules, je veux bien me faire traiter de bouffon. Un peu plus tard, au même moment. Un peu plus tard, au même moment. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un gars en capuche passer? Bah si, il est parti chez Robert pour récupérer le prisme. Ben comment il a pu savoir ça? Il m'a volé le script. Par le sang bleu, le butor, il ne recule vraiment devant rien. Robert, c'est Bob. Tu me reçois, Roger? Hein? C'est Bob, à toi, Roger. Hein? Bon, ok Robert, il faut que tu files chez toi pour empêcher le Dark Zombie de nous choper le défraculateur. C'est impossible, gros. Mon armure est endommagée et je peux plus voler. Ça perd Hippopète, nous voilà bien. Mais comment il a su que le défraculateur était chez moi? Il a le script entre les mains. Le script? Mais qu'est-ce que c'est? Un document de travail réunissant les éléments de l'histoire et les dialogues des personnages. Mais là n'est pas la question. Si le Dark Zombie met la main sur le prisme, il sera en mesure de revenir nous botter le cul pour nous reprendre l'œuf. Il deviendra le maître de toutes choses. Nous serons ses marionnettes. C'est ma billette? Mais c'est quoi ces conneries? Non, c'est marionnettes. Ah ouais, je me disais aussi, c'était pas logique. Tu peux m'envoyer du renfort? Chris, GG et Patricia? T'es tout seul sur le coup, gros. Comment ça? GG a amené Chris aux urgences parce qu'il s'est fait péter le stick par le Dark Zombie. Et Patricia, elle peut plus voler, moi non plus. Et Scarlett? Pas de nouvelles, mais je vais lui envoyer un message pour te dire de te rejoindre chez moi. Tu veux que j'envoie aussi la pitchoun? Non, surtout pas elle. Elle possède l'œuf et je lui ai demandé d'aller le cacher très loin. Va falloir que tu gères tout seul, gros, hein. Et où est-ce que tu as planqué ton défraculateur? Dans ma cave, dans le meuble vintage qui est sous un drap blanc. Porte de gauche. Ok, dis à Scarlett de me rejoindre au plus vite. Ouais, fais gaffe à tes miches, gros. Grâce à ses incroyables compétences en crochetage, lieutenant Bob Zombie pénètre de façon subrogative dans cet endroit chaud et sombre qu'on appelle Maison de Robert, plus communément appelé Case d'Afrique. L'endroit est calme comme un meeting de Benoît Hamon, à l'époque où il faisait encore de la politique. La demeure est trop silencieuse, et Bob Zombie n'aime pas ça quand c'est trop silencieux. Il préfère quand c'est un peu moins silencieux. Non mais je suis franchement obligé de dire ça. On dirait un scénario qui a été écrit par un Kevin 12 ans là. Ta gueule, on te paye pour ça. S'enfonçant dans un couloir obscur et humide, qui n'est pas sans lui rappeler certains tunnels sombres qui ne sentent pas très bon, Bob s'enfonce lentement dans l'inconnu. Et soudain, il découvre le meuble recelant le défraculateur. Une fierté teintée d'orgueil l'envahit devant sa découverte. Il a été aussi brillant que Danny dans son investigation, un peu comme les plus grands ténors du journalisme que sont les Albert Londres, Jean-Claude Narcy et autres Robert Namias. Fébrilement, il s'approche du Saint des Saints. Et ça les saints, ça lui parle à Bob. La tension est palpable, comme une belle poitrine. En joie, le défraculateur est encore là. Bob exulte, il a retrouvé l'objet avant le Dark Zombie. Et généralement, c'est à ce moment-là que ça chie dans le ventilo. C'est cette arme dérisoire que tu cherches? Tu sais que tu commences vraiment à me baver sur les rouleaux, toi. Donne-moi le défraculateur. Et puis quoi encore? Si tu mets la main dessus, tu deviendras le maître du monde. Je crois que t'as pas bien compris de quel côté du canon du flingue tu te trouves. T'es pas en position de négocier.
Mais si tu tires, tu risques d'endommager le prisme qui est à l'intérieur, et son pouvoir s'échappera dans l'environnement, libéré de son artefact. Je te préviens. J'ai pas traversé la moitié de la galaxie pour chuter aussi près du but. Alors tu me donnes le défraculateur sans discuter. Bah viens le chercher, gros. Bon, toi tu commences à me gonfler, tu l'auras voulu. Philippe, je sais où tu te caches. Ah merde, c'est un cul-de-sac. Viens ici que je te bute, enculé. Diable, je suis fait comme un rat. Oh oh oh, tu es perdu. Je vais te faire un trou de balle dans la tête. T'es pas obligé, gros, hein. J'en ai déjà un en bas du dos. Ce sont tes dernières paroles, zombie? Non, mes dernières paroles sont... Ferme ta gueule, t'auras chaud aux dents. Game over.